Bien, bonjour à tous et bienvenue à cette table ronde qui vient clore le workshop intitulé Abri d'urgence, une architecture minimum, qui s'est déroulé ici depuis mercredi. Avant de présenter les intervenants, je vais peut-être rapidement rappeler le scénario du workshop pour ceux qui n'ont pas participé. L'idée, c'était de proposer un petit peu aux étudiants comme un jeu de rôle où trois groupes incarnaient en fait des familles qui avaient perdu leur logement suite à un tremblement de terre à Strasbourg. On leur a remis un kit d'abri d'urgence qui est en fait celui de la Croix-Rouge et du bois avec lesquels ils devaient donc construire un abri dans le temps d'une journée en fait. Et l'idée c'était aussi, alors contrainte supplémentaire, l'abri devait être démontable pour être rentré la nuit et ressorti le lendemain matin. Et autre exercice en fait, ils devaient à partir de l'abri qu'ils avaient construit élaborer une sorte de mode d'emploi qui pourrait aussi servir à d'autres familles pour construire leur propre abri et éventuellement faire aussi un retour aux fournisseurs de matériel pour suggérer des pistes d'amélioration. Alors l'idée de cette table ronde aujourd'hui, c'est de tenter d'articuler un petit peu différentes questions qui ont sous-tendu ce workshop et voir aussi finalement comment les enseignements que les uns et les autres ont tirés de ce workshop peuvent finalement s'appliquer à d'autres champs que l'abri d'urgence en cas de catastrophe naturelle qui était la situation donnée ici. L'idée c'est vraiment que la parole circule dans la salle, on a un micro pour vous, que chacun puisse partir de ses expériences pour nourrir la discussion, les intervenants mais aussi vous dans la salle. Donc n'attendez pas forcément la fin d'une étape de présentation pour intervenir, mais vraiment à n'importe quel moment si vous avez quelque chose à formuler, signalez-vous et on vous passera le micro. Donc je vais présenter les intervenants à la table. Donc d'abord les encadrants du workshop. Donc on va faire une présentation rapide. Anne-Sophie Kerr, donc architecte et enseignante. Bruno de Micheli, architecte et enseignant également. Ensuite, donc ça c'est vous êtes deux enseignants à l'ENSAS ici. Ensuite, on a Xavier Génaud qui est architecte et coordinateur d'équipe de la Croix-Rouge sur des missions d'urgence et sur la thématique de l'abri, c'est bien ça ? Oui. Voilà. Donc vous êtes intervenu notamment en Haïti, aux Philippines, au Vanuatu, au Bangladesh et en Indonésie. Ça c'est un petit peu dans le désordre. Et tous les trois, en fait, vous êtes diplômés de l'ENSAS. Voilà, je le rappelle quand même. Ensuite, on a Olivier Moll. Vous êtes ingénieur. Vous êtes membre de l'association Cratère, qui est un centre international pour la construction en terre, qui est à la fois une association, un labo de recherche et une université, si j'ai bien résumé, qui intervient dans le domaine du patrimoine, de la recherche fondamentale sur le matériau et aussi dans la construction effective. Et l'idée, quand vous intervenez, c'est vraiment de fédérer les acteurs et de mobiliser leurs compétences pour qu'eux-mêmes reconstruisent. Donc vous êtes plutôt là, en fait, en tant qu'accompagnant et formateur. Et ensuite, on a le joker, l'élément perturbateur un petit peu, Barbara Morovic, qui est anthropologue, également enseignante à l'ENSAS. Vous venez de publier un ouvrage qui s'appelle Miroir anthropologique et transformation urbaine. Donc là, on est plutôt sur la question de la ville et des habitants. Vous avez été membre actif de l'association Horizome, qui a beaucoup travaillé sur le quartier d'Haute-Pierre avec les habitants. Et vous avez notamment organisé un workshop à Buenos Aires avec des étudiants qui ont imaginé des espaces partagés dans des quartiers défavorisés. Voilà. Donc on a prévu deux temps dans cette table ronde. Une première partie où on va plutôt revenir sur le workshop, les enjeux et une question fondamentale qui est, à mon sens, qu'est-ce qu'on construit quand on construit un abri. Et ensuite, on va élargir le champ et voir un petit peu comment on peut appliquer certaines méthodes à d'autres endroits et quelles questions ça pose. Et en fait, je pense que ça serait pas mal qu'on commence par les étudiants qui ont travaillé pendant 3 jours. Et une première question que j'ai envie de vous... Alors, il va falloir un volontaire. Celui qui prend la parole en premier, c'est toujours le plus difficile. Mais je pense que ce qui nous aussi, vous avez peut-être discuté déjà avec les enseignants, mais j'aimerais savoir pourquoi vous vous êtes inscrits dans ce workshop, sachant qu'il n'y a pas de notes, voilà, il n'y a pas de bonus à la fin. C'était un temps vraiment volontaire de votre part. Et j'aimerais savoir, qu'est-ce qui vous a motivé ? Qui veut prendre la parole ? Il y a un micro. Ouais. Allô, bonjour. Ce qui nous a, moi personnellement, je parle de moi personnellement là, c'était
faire pour la première fois un truc de mes propres mains. Et après, on sait qu'on est un peu une bande de copains, on commence à s'intéresser à ce genre de choses. On n'étudie pas, mais genre on se renseigne beaucoup sur l'idée des collectifs en architecture. Et on a aussi notre stage avec Julien Belair en août, on pensait en faisant ce workshop, ça allait nous rapprocher aussi de ce qu'on allait faire cet été, donc ça va être une sorte de complément. Et après, comme on voit sur les photos, c'est un truc où on s'est quand même pas mal amusé. Et c'est ça qu'on cherchait aussi, c'était juste... En fait, à l'école, on n'a souvent pas beaucoup le temps de faire des choses qui nous plaisent vraiment. Et du coup, là, pendant 3 jours, on n'a pas fait ce qu'on faisait à l'école pour faire un truc qu'on voulait s'intéresser pour une fois. Voilà. Et découvrir aussi d'autres gens, parce qu'il y a des gens qui venaient de l'INSA, c'est des gens qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer. Et ça fait du bien de voir des nouvelles têtes, et même travailler avec des masters, ça mélange un peu licence-master, et c'est quelque chose qui manque un peu, parce que dans l'école, en tant qu'étudiant, on le ressent, c'est qu'il y a un peu une fracture entre les masters et les licences, et là, faire un workshop, ça rallie un peu les deux, ces deux facettes-là, et voilà. On s'est bien amusé. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait quelque chose à ajouter, ou un autre point de vue, d'autres raisons de s'être inscrit à ce workshop ? Alors, tout d'abord, je tiens à le dire, c'est une formation qui est gratuite, et donc je remercie l'ENSAS de nous avoir accepté pour ça, parce que on n'a pas le... Non, je sais pas comment le dire, je sais pas s'il y a d'autres formations qui sont payantes ou quoi, d'autres endroits, mais pourquoi on vient ? Parce qu'il y a l'opportunité, quoi, simplement. Merci de la créer. Et ensuite, parce que je pense que c'est un sujet polémique, l'urgence en école d'architecture ou avec la discipline architecture. Je suis pas sûr que ça soit... que pour tous ça soit compatible architecture et urgence, et donc revenir réfléchir sur cette question-là en école d'architecture dans un cadre institutionnel, pour moi c'est quelque chose un message assez fort, un signal assez fort de dire si l'architecte travaille pas que pour le prince, l'institution peut aussi faire de l'informel ou du précaire, mais en ayant conscience de ce qu'on fait. Merci. Ouais. Est-ce qu'il y aurait d'autres interventions peut-être ? Allez-y, ouais, derrière vous. Ouais. Oui. Alors, l'aspect pratique, c'est sûr, c'était quelque chose de sympathique. Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était un peu les tables rondes et les discussions qu'on pourrait avoir autour de l'architecture de l'urgence. Parce que c'est vrai que ça pose question. Enfin, j'ai trouvé intéressant les présentations où vous reveniez vraiment sur le côté processus finalement et pas tellement sur le produit. Parce que c'est vrai que souvent, ce qu'on montre dans l'architecture de l'urgence, c'est des abris tout faits ou des produits qu'on va livrer sur place. Et je trouve que ça pose quand même beaucoup de questions sur le réel impact de ce que ces structures ont finalement. Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on doit penser l'architecture de l'urgence ? Est-ce que c'est pas plutôt un processus ? Et ça, cette pensée processus, je l'ai trouvée intéressante dans les débats qu'on a eus ou les présentations qu'on a eues. Après, c'est vrai que du coup, ça soulève aussi un peu la question, quand on passe à la pratique, à la construction, comment est-ce qu'on reste quand même dans cette pensée de voir plus loin et de pas se limiter juste à l'objet en fait qu'on va construire et se dire qu'après, une fois qu'on a construit, comment ça évolue. Et donc ça, j'ai trouvé ça intéressant, et puis qu'on en débatte peut-être aussi encore cet après-midi. Voilà. Je crois qu'il y avait une autre intervention devant. Ouais, attends. Personnellement, mais je pense que c'est aussi le cas d'autres d'entre nous, si on s'est inscrit aussi à ce workshop, c'est parce qu'en L1, on a été à un moment donné incité à aller voir des conférences, et personnellement, en tous les cas, j'ai découvert que l'architecture d'urgence existait avec votre conférence, Xavier Guénaud. Et avant cela, je ne savais absolument pas que c'était possible d'être à la fois architecte et en même temps s'investir dans des organisations humanitaires. Voilà, c'était aussi pour ça que je me suis inscrite dans tous les cas.
Merci. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui. Et bon, moi, je suis intéressée par rapport à le sujet parce que moi, je viens d'un pays qui, on ne dira pas que les catastrophes naturelles sont normales là-bas, mais ça arrive très souvent. Et moi, je viens d'Amérique du Sud, de Pérou. Donc, je trouve que le sujet de la prise d'urgence, c'est très important là-bas parce que on n'est pas préparé comme un pays. Le gouvernement n'est pas très... Il n'y a pas un planning pour tous les processus qui arrivent après l'urgence, après les catastrophes. Et moi, je suis intéressée pour ce sujet il y a 3 ans. Mais voir les sujets ici, en Europe, en France, ça c'est différent. Ça, c'est... Avant, j'ai vu déjà le sujet, mais j'ai pas eu l'expérience d'écouter à quelqu'un qui vient de la Croix-Rouge, par exemple, ou quelqu'un qui vient de ONG, ou quelqu'un qui peut m'expliquer quel est le processus, quel est le planning, et que parfois c'est le gouvernement qui n'arrive pas à aider le pays et pas vraiment toutes les associations qui se trouvent, qui aident ou qui ont vraiment un plan pour les catastrophes. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres interventions par rapport à la volonté de s'inscrire dans ce workshop, ou sinon on peut peut-être demander aux intervenants de réagir à ce qui vient d'être dit. Je vous propose de... Non, il y avait encore une... Non. Je vous propose peut-être de prendre point par point, parce que finalement c'est un petit peu aussi ce qui revient, c'est un petit peu aussi les éléments qu'on a abordés, je pense, en introduction de cette semaine, enfin de ces 3 jours plutôt. Effectivement, première chose, avant de partir vraiment dans les questions d'urgence et les questions plus éthiques, entre guillemets, c'est vraiment de construire et d'expérimenter à l'échelle 1, dans le cadre d'une école d'architecture où c'est vrai que de l'extérieur, moi je suis pas ni architecte ni enseignante à l'école, mais ce que je vois souvent c'est des maquettes. Et là, ce qu'il y a, c'est qu'on a effectivement une échelle 1, donc on a un lien aux matériaux et au fer qui est pas du tout le même. Et ça, c'était vraiment, je pense, un enjeu important. Qui voudrait réagir par rapport à ça, Anne-Sophie ? Oui, moi, je veux bien réagir en tant qu'enseignante, plus qu'en tant qu'architecte. Je pense qu'on est dans une période où l'ère numérique a pris énormément le pas sur notamment le dessin à la main et le passage au fer. Et de passer de la maquette à l'échelle 1 permet aux étudiants de retrouver ce rapport extrêmement riche du penser à la main. Enfin, c'est vraiment, notamment cet ouvrage assez magnifique de Ioannis Palasma qui s'appelle « La main qui pense ». Donc c'est remettre l'étudiant, ou en tout cas mettre les générations d'aujourd'hui dans cet acte ancestral, empirique, du passage de la pensée à la fabrication manuelle. On l'a vu d'ailleurs dans les réactions des étudiants le 2e jour du workshop, quand ils ont commencé à fabriquer, que c'est des questions auxquelles ils ne sont plus ou ne sont pas confrontés. Et des erreurs ont vu le jour et leur manière de rebondir de ce passage, finalement, de cette prise de conscience que quand on dessine, un jour ça se fabrique, et de le faire soi-même, ça permet de passer dans un acte, d'une prise de conscience, voilà, je dirais plus simplement. Bruno de Micheli. J'aime pas beaucoup parler, je préfère faire. Moi, ce que j'ai découvert déjà l'année dernière dans le processus de fabrication, c'est de voir à quel point les étudiants ne se confrontent pas au fabriqué. Et ça va très très loin. Moi, je viens de cet endroit-là.
Pour moi, toutes ces choses-là, elles sont quasi innées. À chaque fois qu'il y a un geste, je sais pourquoi je le fais, comment je le fais, ça anticipe pas mal d'autres réactions. Et là, de voir qu'il y a une complète désynchronisation, je trouve ça assez fascinant. Donc je les ai vus découvrir, je les ai vus faire les erreurs de multiples fois. J'ai trouvé ça assez amusant en me disant, quand ils vont ressortir de là, il y a des choses qui vont changer. Ils vont appréhender les choses d'une toute autre manière. Et il y a quelque chose qui a été assez peu évoqué dans toutes les interventions qu'on a fait au départ, c'est le rapport à l'usage. Donc ils se sont d'abord confrontés à la fabrication, et quand la fabrication s'est terminée, ils ont rajouté l'usage dedans. Et le prochain coup, ils vont rajouter l'usage dès le processus de fabrication parce que c'est l'homme qui est au cœur de notre intervention tout le temps. C'est le seul sujet. Je pense que la prise de conscience des usages, elle était inconsciente et innée. Le fait de nos interventions le premier jour, on n'a pas cessé de parler de ce qui était le pilier finalement de ce workshop. C'est qu'est-ce qu'habiter aujourd'hui et comment répondre à l'augmentation croissante de la pauvreté dans le monde. Et nous, en tant qu'architectes, et vous, futurs architectes, comment vous positionnez dans cette question éthique qui est de... Est-ce que l'abri, c'est répondre à la dignité humaine, voilà. Donc je pense que inconsciemment, cette question, la place de l'homme, elle était là. Et dans le jeu de rôle qui était d'imaginer une famille à Strasbourg suite à un tremblement de terre qui n'a plus de foyer, le récit a permis après de construire l'histoire. Bien sûr, le passage à la fabrication, les préoccupations étaient plutôt les assemblages, la structure, comment tout ça va tenir. Voilà. Et est-ce qu'on a besoin d'un architecte finalement pour construire un abri? C'est la question que je me suis posée quand j'ai vu le sujet de la table ronde. Est-ce qu'on a besoin d'un architecte ou d'être architecte pour ça? Xavier Génaud. Ah, Bruno veut... Ouais, non. Xavier peut-être et... Moi, je pense pas. On n'a pas besoin de lui pour ça. Les gens savent mieux faire que nous. Par contre, on a besoin de nous pour d'autres choses qui ne sont pas de l'ordre du processus de fabrication. Et ça, Xavier va être beaucoup plus en mesure. Moi, pourquoi ce workshop et pourquoi c'est bien moi, je suis diplômé de cette école, j'étais archi en France, j'ai monté mon agence. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, et il est dans la salle d'ailleurs, c'est Yves qui m'a dit un jour, dans un échange d'email, il y a peut-être trop d'architectes pour faire ce qu'ils font, mais pas assez ce qu'ils pourraient faire. Et ça, c'est une des choses qui m'a... et l'autre chose qu'il m'avait dit aussi un jour, et j'ai repris à mon compte d'ailleurs, c'est on reste infirme des rêves qu'on n'a pas réalisés. Pour moi, et c'est lui aussi. Donc je suis très content qu'il soit là. Et d'ailleurs, il est dans mon diplôme, donc il connaît un peu toute l'histoire. Moi, pourquoi ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est que moi, pour des raisons X ou Y, sans choix, par hasard de la vie, j'ai commencé à travailler dans ce genre de choses il y a 12 ans. Et quand j'étais étudiant, jamais je me suis dit, et quand on fait, et bizarrement, quand dans l'ordre des architectes, dans la profession d'architecte, j'ai eu très longtemps le sentiment que ce que je faisais n'était pas reconnu. Dire, oui, c'est ça, pas faire ton truc. Puis il y a un grand changement qui s'est produit ces 5 dernières années, où je pense la grande différence entre notre génération et celle des étudiants, c'est cette réalité est là. Nous, on était très loin. Cette génération, elle est là. On parle des réfugiés, on parle de tout ça. Donc je le fais parce que il y a des gens qui ont le besoin ou qu'on a l'envie. Ce qui m'intéresse dans ce workshop, c'est une question d'envie. C'est que les 15 ou 16 étudiants ici, il n'y a pas de point de validation. Ils sont en plein milieu des examens et pourtant ils le font. Et ils le font ensemble. Et moi, je le fais aussi dans ma pratique. Je fais aussi bien maintenant où j'étais en Haïti il y a 2 mois et mon boulot, c'était de travailler avec le gouvernement d'Haïti, avec des experts. Mais là, cette semaine, je le fais avec des étudiants, des futurs archis, et la semaine prochaine, je le fais avec des volontaires Croix-Rouge. Et cet exercice-là, je l'ai fait moi-même. Et quand je l'ai fait moi-même, c'était une catastrophe. Parce qu'il y avait trop d'architectes. Quand je le fais avec des volontaires, des gens qui n'ont absolument rien, ils le font hyper bien, hyper rapide. Et ce qui m'a beaucoup intéressé et bluffé dans l'année dernière et surtout cette année, c'est la nouvelle génération, ils savent le faire en plus. Il y a une vraie volonté, une vraie envie, et je pense que c'est fait partie aussi d'un enseignement d'une école de donner des portes ouvertes.
Moi, chacun ira, il fera ce qu'il veut, mais c'est en eux maintenant. C'est quelque chose qu'ils ont fait. Nous, dans notre travail, on a de plus en plus de travail. Enfin, vous regardez le monde, le changement climatique, c'est un truc vrai. Les réfugiés, c'est un truc vrai. Les besoins sont énormes, les ressources diminuent pour plein de raisons. Mais ce qu'on fait, c'est du salariat, mais c'est aussi du volontariat. Et peut-être que certaines de ces personnes, je les rencontrerai sur le terrain un jour, parce que quand j'étais en Haïti il y a 1 mois et demi, on manquait cruellement d'experts en francophones, parce que la planète est anglophone, et je pense qu'il est intéressant que dans l'école d'architecture française, on se dise formons des francophones, parce que dans quelques années, le français sera le langage l'un des plus parlés au monde, parce que l'Afrique, parce que tout ça, et que c'est la nouvelle génération, et moi ça m'interpelle que ma génération s'en foutait un petit peu, et que cette génération, ça les intéresse, et qu'elle reste créative, et puis qu'elle est capable de faire ça. Un travail collectif, sans ego, avec les mêmes matériaux. Voilà, c'est pour toutes ces raisons que moi je fais cet atelier, et félicitations, voilà, ça fait du bien. Barbara Morovic. Moi, je vais juste déjà rebondir un peu par rapport à ce que tu dis, enfin, plutôt le prolonger. Moi, je pense qu'il y a un véritable lien par rapport à des problématiques qui sont nées dans les années 70 et qui, dans les années 70, étaient évidemment présentes dans la société, à la fois du côté des architectes, mais aussi à la fois d'autres métiers, pour des questions évidemment politiques, et qui maintenant ressurgissent avec les jeunes générations, parce qu'effectivement, il y a des enjeux sociaux sur lesquels les jeunes générations sont beaucoup plus conscientes par rapport aux générations de l'entre-deux, je dirais. Et donc, ces questions-là sont des questions qui sont vraiment à l'ordre du jour à nouveau, mais quand même, on ne doit pas oublier que toutes ces questions-là sont quand même nées dans les années 70, et il y a un vrai fil rouge par rapport à ces problématiques de la participation. Et moi, je pense qu'il est fondamental de tirer ce fil rouge de la participation à partir de cette époque-là, voir quels ont été les changements qui ont induit les nouvelles générations à s'intéresser à ça, et voir finalement, comme ils le font avec énormément de conscience, qui n'est plus la conscience politique forcément qui était dans les années 70, mais il y a quand même une conscience politique. Et donc là, moi, je suis très contente de participer à cette table ronde, parce que c'est vrai qu'il y a dans cet esprit vraiment un esprit d'engagement et d'engagement politique tout à fait de base, qui me paraît indispensable. Après, ce que je voulais ajouter par rapport à la question du faire. La question du faire, voilà, comme je l'ai dit, ayant une formation d'archéologue, j'étais toujours dans le faire, et j'ai toujours ressenti la nécessité d'être dans le faire, notamment quand j'étais à Haute-Pierre, voilà, avec cette association interdisciplinaire qui était censée notamment être dans le faire, être dans l'action. Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce que vous avez fait, c'est aussi justement ce qui est ressorti, pas seulement savoir produire, mais aussi savoir mettre son corps dans sa production. Pour moi, le faire implique aussi cette approche du corps, cette approche sensible. Et après, je pense que le faire pour les étudiants représente aussi un lien avec finalement de ce qui est plus universel, aussi plus humble du métier de l'architecte, c'est la question de l'artisan. La question que l'architecte est aussi avant tout quelqu'un qui produit artisanalement avec ses mains, et pour ça, il faut vraiment que les étudiants soient conscients que la très grande partie des architectes vient et continue à être dans ce type de posture, alors qu'aujourd'hui, aujourd'hui peut-être ça a changé, mais quand même pendant un certain temps, on a mis surtout en avant ces quelques architectes stars qui ont illuminé, effectivement, qui sont très importants, mais comme si c'était ça le but à atteindre. Alors que personnellement, je trouve que le but à atteindre, c'est pas celui-là. Le but à atteindre, c'est plutôt être dans ce faire quotidien.
Voilà, j'arrête là et après. Mais du coup, je reviens à ma question précédente. Est-ce que pour faire, justement, parce que là on parle de faire, il faut être architecte, forcément, Olivier Maule? Moi, je pense qu'il faut Il y a nécessité d'avoir des gens qui s'impliquent dans ces problématiques, qui aient une posture, qui est la posture de l'architecte, je pense, pas simplement cette profession, mais des gens qui sachent, comme l'a dit Bruno, aider les gens à faire eux-mêmes, accompagner les gens à exploiter leur potentiel, avoir une vision pas du court terme, du moyen terme, du long terme, avoir une vision globale des besoins des gens, de leur potentiel et de comment ils vont évoluer aux différentes étapes de leur vie. Donc il y a besoin de gens qui ne sont pas des logisticiens, des gens, des opérationnels bêtes et méchants de l'action, mais des gens qui arrivent à remettre l'individu au centre de tout le processus. Voilà, une machine, un bon logiciel avec les bâches que vous avez eues, avec les bouts de bois que vous avez eus, avec les clous que vous avez eus, aurait sorti certainement un modèle très pertinent au niveau technique, mais n'aurait pas su créer la richesse de ce que vous avez créé en 3 jours parce que vous avez cette sensibilité qui intègre de l'humain dedans, quoi. Un camp avec 100 000 tentes exactement les mêmes, taillées au carré, etc., c'est certainement facile à gérer, mais c'est très difficile à c'est facile à gérer, mais c'est une catastrophe parce que ça devient impossible à gérer. Voilà. Parce que ça crée des émeutes, parce que ça crée du désespoir, ça crée du suicide. Voilà. On a besoin de chaos un petit peu aussi. Voilà. Donc c'est exactement ce que je voulais dire. Amener un peu de chaos, pas trop, hein, mais amenez-en un peu. Et peut-être que votre rôle, en tout cas ce qui continueront là-dedans, ça va pas être d'être ceux qui font dans les camps qui accompagnent, mais c'est être peut-être dans un certain nombre d'années aux positions où ces processus vont être privilégiés sur les produits. Voilà. Donc soyez ambitieux aussi dans votre carrière professionnelle. Il y a vraiment besoin de gens qui réfléchissent en remettant à chaque fois le client, l'individu, même s'il est multiple, hein, et nombreux, au centre de tout le processus, quoi. Anne-Sophie ? J'aimerais juste rebondir sur la question du rapport architecte-habitant ou architecte-client. Je pense que tout exercice pédagogique a des objectifs, visibles et des objectifs invisibles. Et je pense que dans la question de l'urgence, si on doit se poser la question de la pertinence ou pas de la présence de l'architecte, pour moi, l'objectif invisible ou pour moi primordial en tout cas de ce workshop, c'était que les étudiants se positionnent en tant que citoyens. Parce qu'un bon architecte, enfin pour moi, un architecte ne peut pas être un bon architecte s'il ne se pose pas des questions de citoyenneté, d'éthique. Et en ça, l'exercice est une sorte de fusion de toutes ces questions éthiques, poétiques, politiques, critiques aussi, d'avoir un regard critique sur ce qui se passe aujourd'hui. Et en ça, la question, est-ce qu'un architecte est un citoyen comme un autre ? Voilà. Est-ce que justement, il y a un des intervenants voudrait rebondir là-dessus ? Est-ce que l'architecte est un citoyen comme un autre ? L'architecte est un humain comme un autre. C'est ça en fait. On parle des citoyens, mais c'est l'humain en fait. Ce qui est fascinant dans ces exercices-là, moi ces exercices je les fais moi-même, mais je l'ai aussi fait avec des gens en Haïti, en Philippines. Je le fais la semaine prochaine dans le sud de la France avec 5 nouveaux équipiers Croix-Rouge française pour qu'ils soient déployés en cas d'urgence. Et c'est que finalement quand on projette un groupe d'êtres humains ensemble, il y a une chose incroyable dans la vie qui se passe, c'est que quelle que soit la compétence, le sachant, quand 5 groupes sont dans une urgence, il y a une énergie énormément positive, qui est souvent beaucoup plus positive. Je vois souvent beaucoup plus de positivisme après une crise que revenant en France, étonnamment, souvent. Mais là, je vois le contraire. C'est ça qui m'intéresse. Et les gens ne se posent pas toutes les questions. Mais par contre, quand tous les gens se posent pas les questions, ils vont construire quelque chose. Et l'architecte, dans mon cas, par exemple, je n'ai rien dessiné depuis 12 ans. Ou quasiment rien. Mon rôle, c'est c'est d'essayer que les choses se fassent. Et qu'elles se fassent pas en déséquilibrant l'un par rapport à l'autre.
Un des éléments primordiaux en IT après la réponse, ça a été la deuxième porte. Voilà, il faut une deuxième porte. Et c'est pas un ingénieur qui va le donner, mais c'est peut-être l'architecte qui a dans son cursus, dans sa capacité de synthétiser, à dire je connecte ça, et on fait ça. On doit être formé, et si on est formé à donner des bonnes réponses, on se trompe. L'architecte peut être celui qui est peut-être un de ceux qui est le mieux placé pour se poser les bonnes questions. Et dans un groupe humain, les choses se feront toujours, mais l'architecte a cette spécificité de peut-être aider à cristalliser les choses. Et quand on parle d'humanité, mais de citoyenneté, c'est peut-être ça aussi. Le rôle dans l'acte de construire, l'architecte est celui qui finalement cristallise les choses entre le client et tout ça. Et voilà, je pense que tout ça faisable par n'importe qui. En revanche, là où ça peut devenir plus humain, plus complet, l'architecte a son rôle à dire. Et là, ce qui est très fort, c'est que les 5, ils sont 5 et ils ont cristallisé ensemble. Il n'y en a aucun qui a eu un ego surdimensionné. Je suis architecte, je sais, vous faites ça. C'était ça qui était fascinant dans ce workshop, que moi j'ai réussi à le faire quand j'ai fait en formation Croix-Rouge avec des autres archis. Et c'est ça qui est très éminemment positif et optimiste par rapport au futur, dans un monde où on va prendre du positivisme. C'est hyper optimiste. Et puis tout le monde a la banane et tout le monde a le sourire. Et voilà. Alors Barbara, je vous passe la parole dans un instant, mais est-ce que par rapport à cette question de finalement articuler les différentes énergies, de cristalliser, est-ce que l'architecte est le seul à avoir ces compétences-là ? Non, c'est pas le seul. Non, bien sûr. Il y a beaucoup en fait, tout acte a besoin de beaucoup de cristallisation, de points de cristallisation. L'architecte dans la toile de la cristallisation a sa forme. Mais il a quand même, il est, et une école d'archi, moi l'école d'archi ne m'a rien appris mais tout appris. L'école d'archi m'a permis à réfléchir aux choses. Et souvent dans un dynamique de réponse, de construction, il y a des forces en jeu. Et l'architecte peut être une compétence que d'autres n'ont pas, de gérer un projet, de lier des compétences qui ne sont pas les siennes. Voilà. Peut-être l'architecte sa compétence propre. Barbara Morovic. Pour moi, il faut quand même pas oublier que l'architecte est aussi doté d'un capital culturel, aussi, disons, un capital symbolique, dans le sens que dans une situation justement dans laquelle voilà, il y a une population qui a des savoirs, mais qui ne sont pas forcément des savoirs reconnus, ou des savoirs qu'eux-mêmes ils arrivent à valoriser. L'architecte est une personne clé. Effectivement, c'est un catalyseur. C'est un catalyseur afin de vraiment transmettre quelque part cet ensemble des savoirs, peut-être de le compléter dans une certaine manière, mais surtout vraiment sert de clé parfois afin de pouvoir faire émerger un projet qui est vraiment un projet collectif. Et là, il a vraiment un rôle clé. Mais encore une fois, je pense que ça, c'est vraiment très important à reconnaître. Il faut aussi, et j'insiste beaucoup sur cet aspect-là, il faut aussi que l'architecte lui-même, ou bien la personne qui est dotée de capital culturel, le reconnaisse, et donc qu'il adopte une vraie, disons, une vraie opération en posture, merci, de réflexivité vis-à-vis de ce qu'il fait dans un certain contexte. Je pense que vraiment la réflexivité, je sais que c'est un leitmotiv, je le répète toujours, mais je pense que la réflexivité en architecture est fondamentale, et je pense qu'il y a un champ vraiment de croisement entre la recherche et l'architecte comme métier qui est vraiment à exploiter, parce qu'elle est très très peu exploitée. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose duquel il faut se saisir. Je crois qu'il y a une intervention dans la salle. Je vais vous donner le mien. Petit bouton rouge en dessous, non ? Je vous donne le mien. Bon, je suis Évero, comme Xavier m'a gentiment rendu hommage, je vais dire quelques bêtises. La question, quand elle est mal posée, on est sûr qu'elle ne trouvera pas de réponse. Nous sommes ici dans une école d'architecture. Nous ne sommes pas dans une école d'architectes.
Nous sommes dans une école d'architecture. C'est-à-dire qu'on a le droit et le devoir de s'intéresser systématiquement à l'architecture. Et ensuite, le moment venu, se feront des distinctions à caractère ceci, cela, à caractère métier, à caractère professionnel, etc. Donc on n'est plus là dans une école d'architecture. Et ce que je dois partager, tout le monde en est d'accord, c'est une certaine passion pour l'architecture. Alors, il me semble qu'à chaque fois qu'on fait architecture de ceci ou architecture de cela, on retombe dans les mêmes errances que celles de l'Union soviétique, où il y avait des architectes d'église, des architectes de logement, des architectes qui étaient spécialisés par rapport à tel ou tel type de programme. Je trouve ça monstrueux. Bon. Et alors, l'architecte de l'urgence, me semble, est également une catégorie mal boutiquée quand on est dans une école et qui est conceptuellement, je dirais, plutôt piégeuse. J'en préfère une autre, même si j'ai soutenu les problématiques de l'urgence et j'ai soutenu Xavier Genot dans son diplôme, qui était pas directement de l'urgence, quoique. Il y a un lien de contenu entre envisager de construire au Cap-Vert, qui est dans un endroit très insolite, on va dire, très inhabitable, et il faut quand même habiter l'inhabitable. Là, on est déjà plus dans une problématique d'architecture. Comment rendre l'inhabitable habitable ? Voilà, alors des choses intéressantes. C'est-à-dire que c'est pas l'urgence. En plus, l'urgence, comme chacun sait, est mauvaise conseillère, c'est-à-dire qu'un homme averti en vaut deux, c'est-à-dire que c'est surtout quand il n'y a pas d'urgence qu'il faut penser à habiter l'inhabitable. De ce point de vue-là, même si on dope sur les industriels, Quechua fait une tente qui se monte en 15 secondes et qui ne vaut pas grand-chose sur le plan de l'argent, etc., etc. C'est-à-dire qu'il fait aussi des choses intéressantes. Sur la question donc, de la posture professionnelle, eh bien, on s'en moque. Je me moque que si Dupont soit designer, s'il soit architecte ou qu'il soit architecte d'intérieur, je m'en moque complètement. Pourvu que le projet soit intéressant et relève d'une dynamique propre à l'architecture. Alors, je préfère, moi, utiliser des concepts comme le concept de l'extrême. C'est-à-dire qu'il y a des situations extrêmes dans lesquelles, comme dit, on est condamné à faire assez souvent vite, etc., mais pas forcément. Aujourd'hui, il y a deux événements fondamentaux. Aujourd'hui, ce vendredi, je ne sais plus combien, 2 juin, qui nous touche directement. Le premier, c'est le retour dans l'espace à 4 heures là, de Thomas Pesquet, qui, lui, a forcément été condamné à rendre habitable des choses qui ne l'étaient pas tellement. L'habitat dans l'espace. Alors, un autre camarade de Xavier Genot, aussi tordu que lui, a passé 6 ans sur le programme Hermès, c'est-à-dire l'aventure spatiale par des vols habités, ce qui est plus ou moins discuté maintenant. L'aventure spatiale a besoin, bien sûr, d'architectes qui rendent habitables des choses qui sont inhabitables. L'endroit où il était, une navette spatiale. Et le deuxième événement, c'est la décision du président américain de se retirer de la COP21, c'est-à-dire, c'est une décision dans laquelle sont contenus les germes absolus de mise dans l'avenir en situation extrême de centaines de milliers de personnes. Et ça, il n'y a pas besoin qu'on soit dans l'urgence pour commencer à penser ces choses-là, à penser. L'architecte, c'est quelqu'un qui voit devant, qui voit même loin parfois trop loin, c'est pas bien grave, mais c'est de toute façon quelqu'un qui anticipe sur les situations auxquelles l'humanité sera confrontée, tout simplement. Merci. Donc finalement, ça anticipe. Oui, Olivier Maul voulait. Juste rajouter, quand vous avez fait vos petits modules, là, vous avez vu aussi la complémentarité que vous pouvez avoir les uns par rapport aux autres. Je pense que l'architecte a ce rôle aussi de mettre des équipes en place, de connaître sa limite, la sienne, hein, et de savoir s'appuyer sur celui qui sait tenir la scie, celui qui sait tenir le marteau, celui qui sait prouver aux politiques, aux bailleurs de fonds, aux décideurs que ça marche, de mettre un clou comme ça, de changer l'environnement. Et je pense que c'est un peu le chef d'orchestre, quoi, et que l'architecte a ce rôle de chef d'orchestre, pas de faire tout seul, mais de créer des équipes, de mettre en synergie des différents professionnels pour arriver à l'objectif à atteindre, quoi. Oui. Oui.
j'ai le micro, ça marche. J'en profite pour. Moi, je me demandais aussi par rapport à quand on parle du rôle de l'architecte, est-ce que un aspect intéressant aussi qui est peut-être la capacité de communiquer sur un projet aussi qu'on apprend dans les écoles, c'est-à-dire même par le biais des outils graphiques ou des images ou du dessin, c'est peut-être un plus aussi que l'architecte peut apporter, c'est-à-dire de conceptualiser les choses et de réussir à les retransmettre à d'autres personnes en comprenant le projet à travers des illustrations, je sais pas, même. Et ça, je pense que c'est peut-être aussi quelque chose qui peut aider dans ces situations. Et après, j'avais une autre question, c'était... moi, j'avais l'impression ces dernières années qu'il y a aussi une convergence entre justement tous les métiers ou les problématiques de l'architecture de l'urgence et d'autres problématiques. Enfin, tout le travail des collectifs, par exemple, d'architectes, qui pendant longtemps n'étaient pas tellement sur les sujets de l'habitat d'urgence, mais qui travaillaient plus sur la question de la participation, de la pédagogie, de transmettre finalement l'architecture auprès des habitants en montant d'autres types de projets. Et c'est vrai que ces dernières années, ils se ressaisissent aussi beaucoup de ces questions aussi de l'urgence, en travaillant, que ce soit avec des réfugiés, il y a plusieurs exemples de collectifs qui ont travaillé à Calais, par exemple. Et c'est un phénomène assez nouveau. Et même tous les réseaux aussi qui travaillent sur le développement durable, sur ces réflexions. Et j'ai l'impression que c'est des mouvements qui commencent finalement à converger et à se structurer. Et est-ce que vous avez constaté ça et qu'est-ce qui a provoqué finalement ce rapprochement? Ouais, ce serait ma question. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être, parce que là, il y a beaucoup de choses qui se sont dites, je vous propose peut-être d'essayer d'organiser un petit peu les réponses, parce qu'entre votre intervention, celle d'Ivero, il y a pas mal de fils peut-être à détricoter, parce que là, finalement, on rentre dans un peu, qu'est-ce qu'on fait à partir de ce qu'on a appris, comment est-ce qu'on le met en œuvre, avec qui. Ivero parlait de peut-être parler d'extrême plutôt que d'urgence, ce qui fait qu'on est tous potentiellement concernés, même quand on n'habite pas dans une zone de catastrophe naturelle possible, et de rendre habitable l'inhabitable. Est-ce que quelqu'un voudrait réagir là parmi les intervenants par rapport à ça? Parce que là, finalement, on sort de la question de la catastrophe naturelle. Et on rentre plutôt dans la question de comment est-ce qu'on construit pas seulement un abri, mais peut-être aussi de manière, pas seulement un abri d'urgence, mais peut-être aussi de manière plus pérenne. Là, en fait, c'est intéressant dans la discussion, on a dévié sur l'architecte d'urgence. Alors que ça n'a jamais été la thématique. C'était abri d'urgence, architecture minimum. Et c'est étrange comme on a finalement dérivé là-dessus. Et c'est c'est un phénomène normal. Si on prend l'état du monde et on prend comment la ville s'est fait, la ville où c'est se fait, moi et Olivier, on est confrontés à des trucs complètement incroyables en Haïti, à partir de gens qui ont eu une bâche, qui ont eu ça. Au final, il y a une nouvelle ville qui s'est créée en 4 ans, qui fait 200 000 habitants, qui est devenue la 3e ville d'Haïti. Et cette ville s'est faite absolument sans architecte, sans urbaniste, sans politique, sans... Toute communauté humaine qui se retrouve ensemble trouve un système. L'arrivée des architectes, on va dire, dans ce domaine a toujours été, mais et de plus en plus. Et moi, je me pose la question de plus en plus. J'en vois, on est à plus en plus, mais est-ce qu'ils le font parce que il n'y a pas assez de travail, ou est-ce que non, mais c'est une vraie question. Et moi, je pose la question souvent, et je me la pose moi-même à chaque fois. C'est la question de la plus-value. Quelque acte que l'on fasse, quelle est la plus-value qu'on apporte, et donc quelle est la plus-value de l'architecte. Quand on va aux Philippines ou quand on va en Haïti, on trouve des gens, mais moi je fais ce boulot parce que j'apprends chaque jour. Nous on fait ce travail parce qu'on apprend plus qu'on apprend aux autres. Mais la question souvent on apprend les choses et on les digère, et pour rebondir sur la communication, c'est ça aussi. C'est comment un phénomène on le digère et on le réinjecte dans le positionnement en question. Exemple encore en Haïti où on a une réalité qui est l'autoconstruction vernaculaire, qui paraît pauvre, mais qu'en fait on dit non, oui, mais c'est votre valeur, c'est ça qui va, c'est une richesse. C'est comment on transforme quelque chose qui vous semble inhabitable, les gens y habitent,
Et c'est leur habitat, ils en sont fiers, et ça a une force en elle-même. Donc, c'est ce rôle de révéler les choses et le monde va mal, mais là où la vie est la plus, peut-être pas la plus belle, mais la plus vivante, c'est dans ces conditions-là, dans ces bidonvilles. Et la tentation du jugement, la normalisation, il faut pondérer les choses et je pense que c'est aussi ça le rôle de. J'ai peut-être perdu le fil de la question, mais c'est pas très grave. Comment est-ce que la question c'était celle que posait Yvero en fait, comment est-ce qu'on rend l'inhabitable habitable? Et du coup, moi, ma question qui se superpose à ça, c'est comment est-ce qu'on se sert de ce qu'on a fait là pour finalement peut-être aussi rendre plus habitables ou mieux habitables les espaces dans lesquels on vit nous aujourd'hui, où on est moins confronté, en tout cas pour l'instant, à des situations d'urgence liées à des catastrophes naturelles. Je pense que ce type d'exercice met les étudiants déjà face à une cohésion de groupe, de travail participatif, et justement, comme l'a dit avant Xavier, de se poser les bonnes questions, mais de revenir à des questions essentielles et fondamentales qui sont, à mon sens, le fondement même de l'architecture, c'est de répondre à des besoins primaires. Pouvoir dormir, s'abriter, se nourrir, se rassembler. Et ces questions fondamentales, étant, à mon sens, la genèse de qu'est-ce qu'une architecture finalement, si ce n'est qu'un toit au-dessus, un toit au-dessus d'une fonction, ou de plusieurs fonctions, au-dessus des usages, permet aux étudiants de sortir un petit peu de ces questionnements d'ego, donc un peu moins d'esthétique et plus d'éthique, on va dire. On ne peut plus enseigner l'architecture aujourd'hui comme on l'enseignait il y a 15-20 ans encore, très à la française, c'est-à-dire avec par le ventre, c'est-à-dire on fabriquait des futurs égaux, plus de 20 ans, oui. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a comme les étudiants l'ont dit tout à l'heure, une envie, une conscience de travail collaboratif, participatif, et que le chaos dans lequel on vit aujourd'hui, j'ai envie de noter, d'avoir une note un peu optimiste. Je pense que c'est du chaos que naissent les étoiles. Voilà. Barbara Morovic. Tout d'abord, je voudrais savoir c'est qui le nous. Pour moi, la question de pour qui on fait, c'est important. C'est-à-dire que je pense que là, on est dans une généralisation qui est due vraiment au type de l'exercice. Donc, quelque part, c'était un exercice participatif parmi les étudiants, mais c'est vrai qu'il était assez désincarné par rapport au contexte, ce qui est normal. En plus, en 3 jours, je suis complètement épatée de ce qui a pu être fait. Mais je pense que la question du nous est importante. C'est-à-dire que voilà, on ne peut pas se poser de la même façon ici, dans certains contextes, ici, dans d'autres contextes, et bien sûr, dans l'ailleurs. Mais, on le disait tout à l'heure, Xavier, tu le disais tout à l'heure, désormais, la question de l'habitat précaire est quelque chose qui touche de manière, toujours a beaucoup touché l'Europe, sauf que maintenant on commence à le reconnaître. L'habitat précaire est chez nous aussi. Il n'est pas seulement chez l'autre exotisé, l'autre stigmatisé, etc. Il est au plein milieu de nos sociétés. Première chose. Deuxième chose, selon l'ONU, selon les grandes statistiques, en 2030, 2 habitants sur 5 habiteront dans l'habitat précaire, c'est-à-dire en gros dans les slums et dans les bidonvilles. Voilà, donc il est évident que même si il n'y a pas à utiliser ce mot de l'urgence dans le sens il ne faut pas l'utiliser dans une démarche d'urgence, mais en même temps le mot urgence est au cœur vraiment de cette question-là. C'est-à-dire qu'il est urgent de trouver dans le long terme des solutions à cette question-là. Et après, pour répondre aussi à Gabriel, donc je vous renvoie à la question. Pourquoi il y a ces collectifs, à votre avis, vu que vous faites un mémoire là-dessus? Vous avez, à mon avis, beaucoup plus de réponses. Pourquoi ils existent? Les collectifs? Oui. Vous pouvez juste lui repasser le micro, peut-être La question, c'était pas pourquoi il y a des collectifs. C'est qu'en fait, l'action des collectifs a vraiment évolué entre ce qu'ils faisaient dans les années 90, qui était vraiment qui était très détaché de l'architecture. Mais pourquoi, à votre avis? Pourquoi ça a évolué? Oui.
Moi, j'ai pas trouvé toutes les réponses. Bon, après, moi, j'ai l'impression qu'il y a une approche aussi. Je pense qu'il y a une question aussi de médiatisation de ces pratiques qui est assez importante. Aussi de l'architecture d'urgence qui était peut-être quelque chose de très méconnu. Après, je pense que la question de la crise des réfugiés, je pense que ça a été un déclic un peu en Europe. Bien sûr. Parce que ces collectifs travaillaient très nationalement, ils étaient très implantés dans des territoires, et le fait que tout d'un coup, on soit confronté de façon très immédiate à des populations qui arrivaient, qui étaient en détresse, et eux qui travaillaient déjà depuis longtemps sur ces questions de participation, de faire quelque chose avec peu de moyens. Je pense que c'est peut-être ce qui a aussi engendré peut-être un rapprochement assez rapide. Mais je pense qu'il y a peut-être sûrement eu d'autres éléments aussi. Après, je pense qu'il faut encore une fois pas oublier la question de la réflexivité et penser aussi en termes économiques. Là, il y a des marchés qui se débloquent petit à petit. Oui. Il faut vraiment pas oublier qu'il y a une professionnalisation en cours. Et c'est ce qui est vraiment très bien. Mais il faut pas penser que c'est seulement la question de l'humanitaire, mais c'est vraiment la question de la professionnalisation. Oui, mais la professionnalisation, elle touche pas. Enfin, on pourrait se professionnaliser sans forcément rentrer sur le domaine de l'architecture. Enfin, l'architecture de l'urgence en tant que. Enfin, ce qui se professionnalise, c'est aussi la participation des habitants. Enfin, ce qui s'institutionnalise, on va dire. Donc, c'est vrai que. Enfin, je sais pas, j'ai pas toutes les réponses, mais il y a vraiment plusieurs choses. Mais je me demandais, du coup, du point de vue de la Croix-Rouge, comment vous avez observé cette évolution et le fait qu'il y ait d'autres acteurs maintenant qui interviennent dans ces situations, alors qu'avant c'était peut-être plus des ONG justement, alors que maintenant il y a des collectifs, il y a plein d'associations. Alors, une chose que on n'a pas dit jusqu'à maintenant, c'est pourquoi la Croix-Rouge et pourquoi la Croix-Rouge a supporté ce workshop, pourquoi la Croix-Rouge a fourni des kits d'urgence, pourquoi moi, dans mon activité d'être humain ou d'architecte, je fais plusieurs choses à la fois. Je fais parfois la même chose, parfois je suis payé, je suis parfois pas payé, c'est pas grave. J'étais en Haïti, je coordonnais une réponse, j'avais des responsabilités, donc j'étais salarié et c'était un métier. Et il faut un métier parce que il faut, au niveau central en coordination, il faut pas répéter les mêmes erreurs. Et pour ça, il faut des professionnels. Ce qui n'empêche pas que je suis ici avec vous, où je suis professeur vacataire, et la semaine prochaine, je serai volontaire Croix-Rouge, je formerai des volontaires et ça fait un mois que je bosse sans arrêt à préparer cette formation. C'est ça aussi que je veux dire, je pense que c'est une évolution du monde aussi, c'est que avant je fais quelque chose, je suis payé, ou non, je ne fais pas rien, non, le monde doit être fait de tout ça. Une aide humanitaire, une réponse ne peut pas se passer sans professionnels, parce qu'ils sont là, parce qu'on leur donne la responsabilité, et ils doivent prendre des décisions, ils doivent comprendre la situation pour œuvrer dans le bon système, pour rationaliser les ressources, pour s'assurer que tout le monde est servi. Mais sans les volontaires, ça ne peut rien faire, ça ne fait rien. On a eu le privilège d'avoir quelqu'un de la Croix-Rouge qui est venu de Paris, la responsable des urgences internationales, qui nous a très bien expliqué, j'espère, que si la Croix-Rouge française forme des ERU, vous pourrez peut-être, d'entre vous, devenir des ERU, donc des gens que la Croix-Rouge française va déployer s'il y a un gros désastre, mais elle ne le fera que si la Société nationale d'un pays affecté l'appellera, et s'il y a une armée de volontaires pour le faire. C'est cette solidarité, ce lien qui est très important. Pourquoi ces collectifs ? Pourquoi l'architecture ? Alors, si on vient, faut savoir que dans la réponse humanitaire, et quand je dis réponse humanitaire, là on parle que d'urgence, mais à un moment il faudra qu'on parle de la préparation. Le rôle de l'architecte, c'est aussi la préparation à la catastrophe, et c'est un cycle. C'est parce que la planète humanitaire s'est rendu compte en 2004-2005, après le Rwanda et le Darfour, qu'il fallait faire mieux, qu'on n'était vraiment pas, il y avait des grosses erreurs, mais n'avait pas reconnu le secteur de l'abri d'urgence comme une des composantes de la réponse. Oui, les besoins et populations, c'est pas que de l'eau, ce n'est pas que de l'éducation, c'est aussi l'abri. Et ça, ce moment créateur de dire, il faut vraiment qu'on fasse mieux, a créé finalement, a créé la question. Et depuis 2005, tous les composants de la galaxie humanitaire se sont posés la question. Oui, c'est vrai, c'est important, l'abri, même c'est pas que l'abri d'urgence, mais qu'est-ce qui se passe entre je donne une bâche plastique et on reconstruit une maison ? Quel est mon rôle là-dedans, et avant et après ? Et ça a créé une nouvelle institution. Michel Serres disait s'il y a une responsabilité pour un individu, pour chaque génération, c'est de questionner ces institutions et de les faire élever. Si elle ne le fait pas, personne ne le fera pour elle.
Et moi, en sortant de cette école, je fais partie, je pense, de ce wagon de l'humanité. Il y a eu le tsunami, on a eu besoin de gens pour reconstruire. Ah ben oui, on a peut-être besoin d'architectes. Et ça crée une nouvelle institution. Et l'institution s'est créée, elle s'est formée, elle grossit. Et du coup, c'est cette conscience que je pense qu'il y a une question de professionnalisation. Mais pour l'anecdote, quand je travaille sur le rôle sur la question de l'abri avec un vieux loup de mer qui travaille dans l'humanitaire depuis des années, il disait, en fait, c'est marrant, chaque réponse à ses propres générations. La génération de tsunami, la réponse au tsunami, c'est une réponse d'ingénieurs. Et de gens qui savaient faire avant, des logisticiens, des chefs qui savaient faire, qui savaient dessiner. Donc on a on a répondu de façon technique. On a fait du parasismique. Et les décideurs disent non, c'est une catastrophe, oh là là, les ingénieurs, c'est pas possible, les contrats, non, on va faire autrement. La réponse IT est en partie une réponse d'architecte. On s'est posé des questions, mais pas forcément toutes les bonnes. Et les étudiants disent oh non, les architectes, là. Et la réponse maintenant est plus une réponse de chercheur. C'est-à-dire que quand moi je suis rentré dans ce monde-là, j'avais fait d'autres choses avant. J'avais fait monter une agence, j'ai géré une agence, et ensuite j'ai fait ça. J'ai amené une plus-value qui était la mienne. Maintenant, un des problèmes qui se posent, c'est que on a des gens qui rendent la réponse humanitaire juste au moment de leurs études ou après. Et du coup, ils n'appellent pas de plus-value. Et c'est important, et quand je parlais de plus-value tout à l'heure, c'est très important. Ne partez pas tout de suite. Car quand moi je suis déployé, ça coûte de l'argent. Il faut payer, même si c'est du bénévolat, il faut payer les formations, il faut payer le billet d'avion, il faut payer le logement. Ça coûte de l'argent qui pourrait être dépensé dans le pays. Peut-être qu'est-ce que je coûte, on pourrait financer 100 volontaires, 1000 volontaires. Donc qu'est-ce qui justifie le fait que j'y aille? Quelle est ma plus-value? Donc la professionnalisation en cours, il faut faire très attention à ce que quand les architectes et c'est normal, c'est aussi leur rôle, il y a un champ, il faut faire très attention comment on l'envahit. Pour pas se l'approprier et dire oui, c'est un champ d'architecture, un champ de... Non, avant tout, c'est des gens qui souffrent, qui ont des besoins primaires, qui savent souvent mieux faire que nous. Donc quel est notre rôle? Et je pense que Olivier, serait bien que tu en parles un peu, parce que je pense que tu es le meilleur à la table pour parler de tout ça. Parce que toi, tu as vu ça, tu étais bien avant moi, et tu as vu le changement de l'humanitaire depuis les années 80. Oui. Non, là je suis un peu creux sur ça. C'est de dire quoi là. J'avais plutôt réfléchi à essayer de répondre à la question de l'inhabitable. Hein. Après, peut-être ça reviendra. L'inhabitable, c'est peut-être l'endroit où celui qui habite n'a aucun poids sur la décision, quoi. Là où il n'a eu aucun choix. On a vu la petite vidéo que tu as présentée en tout début de workshop, où tu avais ces petites dames qui vivent dans du précaire, mais alors incroyable. Mais comme c'est elles qui l'organisent, ce précaire, elles n'ont pas fait le choix d'habiter dans du précaire, mais elles participent à la production de ce précaire. Elles sont fières d'habiter là, et c'est leur maison. Notre astronaute, il a fait le choix d'aller là-haut. Je suis sûr qu'il est extrêmement heureux d'avoir fait le choix d'aller là-haut. Si on l'avait pris, on lui avait dit tiens, tu vas là et c'est pas ton choix, je pense qu'il n'aurait pas vécu le truc exactement pareil, quoi. Voilà. Donc, nous, notre boulot, c'est d'aider les gens à faire le choix, à accompagner leur choix d'habiter dans les choses où ils n'ont pas le choix d'habiter finalement. Mais voilà, de les accompagner, de les aider. Après, sur l'évolution... L'architecte qui est plus présent, en tout cas dans le champ de la réponse militaire qu'il y a très longtemps. Oui, ça c'est clair, mais plutôt toujours la démarche dans ce sens-là. L'architecte, il doit apporter un regard, comme on l'a dit, on l'a redit, on doit arriver avec des méthodes, avec des questions, tu l'as dit, tu l'as redit, pas avec des réponses, quoi. On doit accompagner ça. Une chose sur laquelle je peux réagir et de ce que tu as dit aussi, c'est effectivement on ne fait pas de recherche-développement sur le dos des pauvres, donc on ne va pas expérimenter notre savoir sur des gens qui n'ont pas besoin de ça. Donc il faut savoir
partir, il faut savoir avoir envie de partir, il faut savoir se préparer à partir, il faut savoir être accompagné. Hein, voilà, je pense. Voilà, je vais arrêter ma réponse là pour le moment. J'ai une question par rapport à ça, parce que finalement, vous entendre parler, on a quand même l'impression que finalement les réponses ailleurs que sous nos sphères, même si elles changent au fil des décennies, elles sont quand même structurées. Par contre, ici, la réponse à l'urgence, que ce soit dans des bidonvilles ou là pour des bidonvilles qui existent même depuis longtemps, ou la réponse aux migrants qui arrivent, voilà, elle n'est pas du tout structurée. Enfin, alors là, j'ai vraiment une anecdote. En tout cas, pas en termes d'habitat. Je sais plus si ça marche. Si, ça marche. Là, j'ai une anecdote qui est pile poil, et c'est une vraie anecdote qui est tellement parlante. On parlait enfin moi je parle souvent de ce que je connais, et fait depuis 2005, quand le secteur humanitaire s'est dit le logement c'est quelque chose d'important, on va se structurer, un des grands trucs c'est qu'en 10 ans, c'est que maintenant on parle à peu près le même langage. Entre des associations chrétiennes, un gouvernement, Nations Unies, au moins on parle le même langage. Et l'aide humanitaire a toujours été des sociétés un peu plus riches qui ont des besoins, qui vont projeter des gens, des experts à l'extérieur pour dire on va aider les gens à répondre à une crise. Et puis il y a eu la crise des réfugiés. Et puis il y a 1 million de gens qui sont arrivés en Allemagne. Le politique a dit on les accueille. C'est ça la grande différence, première différence. Mais du coup, la Croix-Rouge, dans son rôle, parce que la Croix-Rouge n'est pas une ONG, la Croix-Rouge est un animal un peu spécial, il est auxiliaire du gouvernement pour les affaires humanitaires, il va le faire en fonction avec ses valeurs, mais en Allemagne, il y a une branche de la Croix-Rouge par Länder, et les branches locales, ils se disent, mais comment on fait ? Comment on fait pour accueillir des réfugiés ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont demandé à Berlin, comment on fait aux Philippines quand on envoie des gens là ? On envoie des experts depuis pas mal de temps là. Ils pourraient pas nous aider ? Et c'est ça qui se passe en ce moment. Le point critique de ça a été, je pense, il y a 8 ans où la Croix-Rouge espagnole, pour la première fois, a lancé un appel de fonds international pour nourrir son pays. Un grand signe d'humanité. Ce qui se passe maintenant avec les réfugiés, c'est comment on fait ? Ce qui s'est passé, c'est que le secrétaire de la Fédération Croix-Rouge, la Croix-Rouge allemande, a réuni le savoir international, et ils ont créé le premier guide de logement pour une société occidentale en Allemagne. A créé un guide basé sur des normes internationales. Si on met des réfugiés ensemble, combien de bouches il faut ? Quel est le minimum qu'il faut ? Et ce guide a été diffusé à l'ensemble des branches de la Croix-Rouge allemande locale pour que des volontaires, ils savent. Et c'est là, le vent de l'histoire, il est là aussi. Moi, par exemple, mon boulot maintenant, c'est de partir avec la Croix-Rouge, et quand je pars pour participer à la coordination après une réponse, c'est de faire le lien entre le gouvernement, les bailleurs de fonds, les ONG, les communautés locales, et c'est de faire du conseil, et de voir des ministres ou des maires qui ne savent pas comment faire. Il y a 1 an et demi, l'année dernière, on a fait ce workshop. La semaine suivante, je partais aux Fidji pour la réponse à Winston. La veille, la Croix-Rouge française m'a demandé de rencontrer la mairie de Paris. Parce que la mairie de Paris disait on veut construire un centre humanitaire, comment on fait ? Et c'est la première fois où ce que je fais à l'étranger, on m'a demandé un conseil en France. Donc il y a un vrai vent de l'histoire. Et ce que je trouve très beau, c'est que la chose s'inverse. Et qu'on dit souvent, non, pourquoi on gaspille des ressources pour aller aider l'autre ? Mais c'est parce qu'à un moment, on a sûrement besoin de la même chose. Et c'est ça qui est beau dans l'humanité, c'est cet échange de choses. Si on dit on s'isole et on aide plat l'autre, on ne va pas l'aider, l'histoire nous montre que le vent de l'histoire peut changer les choses, et c'est ça la solidarité de l'humanité. Et ce que disait Yves par rapport à la décision d'aujourd'hui du président des États-Unis, on se retire de ça, mais c'est incroyable. Cette simple décision va tuer des millions d'êtres humains. Mais vraiment. Mais va peut-être à la fin tuer des millions d'Américains, parce que la chose va s'inverser. Et c'est ça. Et c'est ça qui est important, je pense, dans la notion d'humanité, c'est ça. Et la Croix-Rouge, elle le fait. Et pourquoi la Croix-Rouge, elle accepte d'être là ? Et puis, parce qu'elle a besoin de vous. Parce que vous êtes partie de la société civile, parce que vous êtes des experts, et peut-être l'un de vous va... peut-être que dans 6 mois, il y aura un gros problème dans un quartier, qu'il y aura des réfugiés qui arriveront, il faudra faire un truc. Qui c'est qui va lever, qui va se dire « je vais aider ?» Ça peut être l'un de vous.
dans un rapport. Et donc, nous, Croix-Rouge, comme disait aussi Audière, elle disait, un de nos rôles, c'est la diffusion des valeurs humanitaires et du droit international. La première chose, c'est la reconnaissance de l'autre comme un être humain. Et peut-être que dans nos sociétés où il y a des collectifs, on oublie peut-être que le réfugié, le migrant est un être humain avant tout et qu'il a une histoire varieuse et que ce n'est pas juste un alien. Et voilà, faisons attention à nos certitudes au vent de l'histoire. Peut-être que nous, la solution à la Croix-Rouge, pour gérer tout ça, peut-être qu'on va demander à des volontaires libanais, syriens, philippins, et peut-être que nos enfants, parce que eux, ils savent et nous, on ne sait plus ou on ne sait pas encore. Voilà. Peut-être que nos enfants prendront des camions pour aller émigrer en Afrique dans 50 ans. Là, j'ai envie d'être hyper provoque, je vais mélanger des trucs. Mais j'ai envie effectivement de parler de ce qui se passe en Europe, de l'expérimentation sur les pauvres. J'ai l'impression que les architectes ont souvent expérimenté avec le logement social, que j'ai envie d'appeler logement racial, de façon provocative, qu'on a construit des cités pour travailleurs migrants aux limites de nos villes, pendant les 30 Glorieuses, qu'aujourd'hui on construit des camps aux limites de l'Europe, et qu'on se rend compte que la question de l'architecture d'urgence est difficile, mais qu'il y en a peut-être encore une plus difficile, c'est l'urbanisme de l'urgence, que la cité de banlieue comme le camp, c'est des endroits problématiques, et que aujourd'hui, comme il y a 40 ans, on n'a toujours pas trouvé la solution, et pourtant on est concerné au quotidien. Est-ce qu'on n'est pas capable de développer une autre solution pour accueillir des populations en mouvement dans un contexte européen? Alors, Barbara Morovic. Alors, je pense que, en effet, il faudrait vraiment déjà essayer de, comment dire, une fois pour toutes, se rendre compte que les architectes ont été vraiment, bon, bien sûr, ils sont impliqués dans des décisions politiques, mais en même temps, ils ont été en même temps des boucs émissaires. Dans le sens que, voilà, l'architecte, à un moment donné, a proposé des projets qui ont été acceptés, mais les décisions, et ça, c'est aussi le contrepoint un peu de cette idée de l'architecte qui peut décider, l'architecte qui est chef d'orchestre. Bien sûr, il est chef d'orchestre, mais tout d'abord, il ne faut pas oublier quand même que les décideurs, c'est des décideurs politiques. Donc, la faute des grands ensembles était à la fois, enfin, c'était même pas une faute, c'était à ce moment-là une grande solution, tout d'abord. Le problème, c'est que ça empilait avec d'autres types de problèmes, qui sont tout d'abord la stigmatisation, qui a vraiment, depuis les années 50, qui a touché de manière très, très forte la société française vis-à-vis des populations qui étaient estimées non assimilables, qui sont les populations d'origine évidemment maghrébine en premier et ensuite les populations d'origine africaine. Tandis que les autres migrants, les bons migrants entre guillemets, qu'on a oublié qui étaient stigmatisés de la même manière, mais ils ont été petit à petit intégrés pour des raisons culturelles, ils ont été considérés comme les bons migrants et en plus, bon, on oublie quand même que tout ça, ça se passait aussi dans une période de boom économique. Donc, on a pu les intégrer. Et ensuite, on a entassé les mauvais migrants, tous à la même place. Et ça, c'est tout d'abord une question purement politique. L'urbanisme n'a rien à voir là-dedans. Et ça, personnellement, pour avoir étudié donc des rénovations urbaines dans plusieurs secteurs en France, je peux vous dire que les rénovations urbaines aujourd'hui, elles apportent aucune solution au problème de la ségrégation sociale. Parce qu'en effet, voilà, on peut pas prendre cette grande question de la ségrégation sociale et raciale au sein de notre société d'un point de vue tout simplement formel ou d'un point de vue purement urbanistique. Voilà. Donc ça, moi je pense qu'il faut vraiment. Je pense que je suis totalement d'accord avec vous sur plein de choses, sauf que je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites que les cités, c'est des endroits problématiques. Ce n'est pas des endroits problématiques, c'est votre propre regard
qui en fait des lieux stigmatisés et donc problématiques. Donc il faut faire très attention au regard et il faut vraiment faire attention à ne pas parler pour les autres. Parce que nous, quand on parle des cités, on parle surtout pour les gens qui vivent en cité et qui ne sont pas présents ici, ou dont une très petite minorité sont présents dans nos assises. Le fait, c'est plutôt d'arriver à amener beaucoup plus de personnes qui habitent, beaucoup plus de jeunes qui habitent dans ces lieux-là, de les amener dans les écoles d'architecture. C'est ça l'enjeu. C'est là qu'on pourra changer la société. Mais pour le moment, à la fois la carte scolaire, à la fois, enfin, plein de trucs sont en place pour que la ségrégation, malheureusement, ne change pas. Sauf dans des petites gouttes. Voilà. Donc, J'aimerais faire un commentaire sur ça. Il y a quelques années, on a voulu, avec des amis, travailler sur un programme d'Europan. On a un peu cherché les sites. On est tombé sur un site qui était en banlieue parisienne, qui s'appelle La Grande Borne, fait par Émile Ayoux. On est arrivé là-bas en sachant rien. On s'est baladé, le site, on l'a trouvé gigantesque, super bien, une qualité de vie énorme. Et on a constaté quoi? Une ségrégation sociale, mais pas faite par les architectes, faite par... c'est un peu la poubelle. On a débarqué à Paris après, rejoindre des amis. Moi, j'étais furieux. J'étais furieux parce que tu y mettais des bobos, c'était un endroit idyllique. C'était complètement abandonné par les pouvoirs publics, mais ils ne faisaient même pas le ménage sur les espaces publics. C'était plein de papiers, c'est dégueulasse. Et on est arrivé à Paris et on a dit, bah tiens, on est passé par là. Ils nous ont dit, quoi, vous êtes allé là-bas, vous êtes complètement dingue. C'est super dangereux. Comment ça, c'est dangereux? On a traversé le marché, on a vu toute la vie, toute la belle vie qu'il y avait dedans. On s'est retrouvé dans un bistrot. On a senti qu'il y avait une grosse précarité et les gens étaient charmants. Donc c'est pas les architectes, c'est pas les architectes qui sont coupables de ça. C'est les politiques. Bien sûr, les architectes qui ont fait des grosses conneries, ça c'est sûr. Mais pas forcément en ayant conscience du problème tout de suite, parce que quand on met en place des choses, quand on les construit, on constate après le problème. Enfin, des problèmes dans tout. Hein. Voilà, c'est le commentaire que je voulais faire par rapport à ça. Alors du coup, si l'erreur à la base est politique, ou enfin en tout cas la responsabilité, quel peut être le rôle de l'architecte pour réparer ça finalement? Il faut que l'architecte soit en amont des décisions, ou bien en amont des programmations, de la réflexion de la ville, de la réflexion bien au-delà de la ville, mais des réflexions politiques, soit à côté des politiques. Et je pense que on se posait la question les 2 derniers jours sur comment peut-on et doit-on modifier l'image de l'architecte dans l'imaginaire collectif. C'est vrai que l'architecte est stigmatisé depuis les grands ensembles. Il y a même Philippe Trétiac qui a sorti il y a quelques années un livre qui faisait « Faut-il pendre les architectes ?» Je pense que tout architecte, dans l'imaginaire collectif, est quelqu'un qui commet des erreurs, qui dessine des villes, qui fabrique du zoning, etc. Donc je pense que, tout comme le disait Yvero tout à l'heure, on ne forme pas au métier d'architecte dans les écoles, on aguerrit, en tout cas on forme à la discipline de l'architecture. Et c'est une discipline qui, de plus en plus aujourd'hui, maintenant que les écoles d'architecture ont refusionné avec l'université, ouvre d'autres portes, ouvre à une transversalité de ce savoir et pourra amener les architectes grâce à la recherche aussi, à se repositionner en amont des choses. Mais peut-être à côté aussi. C'est-à-dire en amont, effectivement, en termes de programmation, de écrire les programmes avec les responsables des collectivités, enfin en tout cas ceux qui passent commande, mais peut-être aussi à côté des habitants. Oui, mais juste une petite anecdote, parce que souvent, le premier jour du workshop, on s'est un peu tous reposés. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on voulait introduire le workshop, c'est-à-dire quelles questions on avait envie que les étudiants portent ou se posent, portent en eux maintenant dans les années à venir. Et je pense qu'une des questions, c'est finalement comment définir le rôle de l'architecte. Et l'architecte n'est rien. À l'origine, le mot architecton, c'est le chef charpentier. Mais l'architecte, c'est un maçon aussi qui a appris le latin, pardon. Oui, mais je veux dire, finalement, on est toujours entre cette question entre la théorie et la pratique. Donc, je pense qu'on ne peut pas faire sans penser. Mies van der Rohe disait lui-même, l'architecture n'est rien d'autre que la mise en pratique d'une réflexion
Donc on doit retourner vers la réflexion et pas seulement fabriquer un métier. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, le BIM, etc., il ne faut pas qu'on transforme nos écoles en écoles de sachants et de techniques, uniquement de techniciens. Oui, et puis il y a quand même une remarque qui est venue plusieurs fois là, qui est revenue plusieurs fois, c'est la question du collectif. Et le collectif, pas simplement de collectif d'architectes ensemble, mais de collectifs de gens de différentes pratiques, de différentes expertises, différents savoir-faire, différents usages, différents habitants. Enfin, j'ai quand même l'impression que ça a pas mal traversé le workshop. Moi, je ferais le lien entre plusieurs éléments qu'on a déjà dit. La première chose, c'était une des phrases que Yves m'a dit un jour, être trop d'architectes pour ce qu'ils font et pas assez pour ce qu'ils devraient faire. Ça, c'est ça, une des questions, c'est que si des architectes vont les services techniques, vont faire de la politique, vont s'impliquer dans le fait politique. Le collectif, c'est peut-être ça. Peut-être que le collectif, la question de l'architecte dans le collectif, ça fait partie des dimensions. Peut-être que l'architecte qui était perçu dans son précaré et je vais construire pour le prince à une époque et tout ça, le collectif et la présence de l'architecte dans le collectif, la présence de l'architecte dans la réponse solidarité nationale, c'est peut-être ces symptômes de ça. Peut-être aussi un symptôme de l'évolution par défaut de nous, architectes, êtres humains, par rapport à notre relation à la société. Et c'est pour ça que ça pose pour moi une vraie question. Une des dernières confs qui est dans l'autre amphi, c'était en fin d'année, conférence collective, à quel métier on doit former dans cette école. Et moi j'ai posé, est-ce que vous voulez métier au singulier ou au pluriel ? Et je pense que c'est ça, c'est que et je pense que ça en fait partie. Cette expérience, elle en fait partie. Elle en fait partie, c'est une chose qui est pas validée dans un master, et pourtant il y a des étudiants qui s'impliquent dedans. C'est-à-dire qu'il y a une volonté, une envie, une générosité dans l'acte, et une grande régression d'une école, d'un système universitaire, ça a son inertie qui est normale. Mais comment dans une inertie normale, pour aussi conserver le rôle primaire de garant de l'ordre des normes publiques, tout ça, comment une école s'ouvre à ces possibles ? Comment des étudiants qui arrivent à l'école, on leur donne des pistes d'opportunités. Là, il y a quelques-uns qui n'ont jamais été une scie. Ils ont essayé. Et je pense que beaucoup de gens qui, la première fois, hier soir, ils ont eu mal ici. Et ça fait partie de la chose. Et ce n'est pas validé, et c'est très bien. Et on valide ici aussi le fait que l'institution d'une école d'architecture est un endroit possible d'ouvrir des opportunités. Est-ce que cette dynamique, ça va rentrer dans un master, post-master ? Je ne suis pas sûr qu'on en a besoin. J'ai besoin que l'école garde cette ouverture, et cette ouverture de possible pour des êtres humains qui ont fait le choix de rentrer dans une école d'architecture. Je voulais juste rajouter une petite chose. C'est ce qu'on oublie de dire. Pourquoi comment ce workshop est né, c'est aussi une rencontre humaine entre nous trois initiateurs de ce workshop, parce qu'on avait envie de faire quelque chose ensemble. Donc il y a toujours au départ un petit foyer, un foyer humain qui est né de là. Et on se disait entre nous, Xavier, ça fait plus de 12 ans maintenant que tu travailles dans l'humanitaire, disais mais jamais, tu m'aurais dit il y a 10 ans que je ferais un truc avec vous deux sur la question de l'abri d'urgence à l'école, j'y aurais pas cru. Parce que c'est vrai qu'aussi on a pris des chemins de traverse. Moi j'ai travaillé presque 20 ans dans les marchés publics, puis à un moment donné on a envie de se poser d'autres questions. Voilà, je pense que c'est ça que je voulais dire. Allez-y. Pour revenir sur la question des collectifs, peut-être aussi s'il y a cette envie c'est peut-être un peu naïf comme vision des choses, mais depuis qu'on est rentré à l'école, tout ce qu'on entend c'est tu veux faire architecte, mais c'est bouché, vous allez rien gagner, autant faire autre chose, fais médecine, c'est la voie royale, c'est tout ce qu'on entend depuis 2 ans et même avant qu'on rentre à l'école. Et du coup, peut-être que l'envie on est toujours dépendant en fait quelque part d'une sorte d'économie, comme si tout notre métier, en fait, il fallait le choisir en fonction de la contrepartie financière qu'on allait avoir derrière. Et au final, peut-être que, c'est peut-être un peu naïf comme vision, mais peut-être que l'envie de se mettre en collectif, c'est d'arrêter cette vision-là et de trouver avant tout ensemble une sorte, retrouver des relations humaines et arrêter d'être dans une vision de marché constamment, en fait. Et c'est peut-être pour ça que ces derniers temps aussi, il y a énormément de collectifs qui se créent, et surtout des jeunes. Et c'est peut-être aussi lié aux événements récents, malheureusement, qui ont eu lieu,
qui font qu'on recherche ce lien social qu'on a quelque part perdu. Moi, j'ai envie de répondre à ça. Des fleurs, il en pousse même dans les poubelles. Ça, c'est la première réponse que je vais faire. J'ai entendu ça, j'ai 45 ans, j'ai voulu faire archi, j'avais 11 ans. Tous les ans, j'ai insisté en disant je veux faire ça, et on a fini par me dire, par mes parents, hein, des gens dans mon environnement, fils d'archi, que leur père a dit tu ne feras pas ça, il n'y a pas d'avenir là-dedans. Ouais, encore J'en un avais exemple. rien à faire. Au Je fais stage pas les ouvrier. choses pour cette raison-là. Notre stage ouvrier, j'ai rencontré un architecte, justement, il disait moi, ma fille, elle voulait faire architecte, et je lui ai dit non, je lui ai dit que c'était pas ça qu'il fallait. Eh ben, je ferai pas de commentaire plus loin. On fait pas. C'est comme les gens qui disent j'ai un diplôme de bac plus 5, mon niveau de salaire, je veux qu'il soit celui-là. Foutaise. Tu fais des études pour toi, pour grandir toi. Après, tu en feras ce que tu voudras. Ces études, elles t'ouvrent un tel champ. À la fin, moi, j'ai dit à ma mère, le jour de mon diplôme, quand je l'ai passé, elle s'est dit c'est bon, il a 30 ans, c'est bon, il est diplômé. C'est réglé. Je l'ai regardé, je fais, tu sais, ça m'a ouvert à tellement de trucs que, en fait, je crois que je vais pas faire ça, parce qu'en fait, j'en ai rien à foutre de l'archi. Et j'en ai encore aujourd'hui à strictement rien à faire. C'est pas un but en soi. Donc si tu as envie de faire quelque chose, fais-le. Écoute pas tout ça. Et les collectifs, ils viennent de ça. Hein. Il n'y a pas la réponse à mes questions. Tu te posais une question, tiens, on se met ensemble, on réfléchit. Et les collectifs, ils naissent de situations comme celle-là. Et il ne faut pas se poser la question d'une carrière parce que ça n'a pas de sens. C'est pour ça revient encore à la question, on est dans une école d'architecture et pas d'architecte. Au métier d'architecte, c'est vrai quand on parle des écoles de médecine, il y en a combien de différents types de médecins voilà. Le modèle de l'architecte, il est forcément caduque, mais il est caduque depuis qu'on l'a défini. Dès qu'on définit une chose, elle devient caduque. Donc, mais je pense que l'analyse est totalement pertinente. Moi, quand on était à l'école, parce qu'on a fait la même école, on a la même promo, on a la cafette d'en face, on a fait le diplôme la même année, on a tous suivi nos chemins. Et à un moment, nos chemins se sont sur une envie, sur un besoin, tout. Mais c'est né parce que vous nous avez donné l'envie. Si on a monté cet atelier, c'est parce que vous nous avez donné l'envie de le faire. Parce que effectivement, quand je suis venu faire la première conférence qui était sur les métiers d'architecte, moi je viens très bien, je revenais des Philippines, j'étais claqué, il fallait un gros break, et puis il y avait le colloque cycle métier d'architecte. Il y avait quelqu'un du patrimoine de Bouygues, et puis à l'ordre ils font mais Xavier, mais en fait ce que tu fais peut-être ça peut être intéressant. Bon, oui, je peux vous montrer ce que je fais. Et il fallait un prof référent. Puis Anne-Sophie, il faut, bon, ok, ouais, je vais le faire, très bien. Non, mais c'est ça, honnêtement, en plus, c'était pas Anne-Sophie au départ, ça va être un autre qui pouvait pas, bref. Et le hasard fait que dans cette exacte salle, on s'est retrouvés les deux, et moi j'ai montré ce que je fais, ce qu'Olivier et moi on fait depuis des années. Et puis on a vu des visages éclairés, et puis on a vu quelque chose, on s'est dit, putain, il y a peut-être quelque chose qui se passe. Fred Anne-Sophie m'a demandé de faire un cours dans l'autre amphi, 1 heure, et alors j'ai parlé habitat minimum après une catastrophe naturelle. Un des premières années. Un des premières années. Et j'avais dans la salle des gens, mais la salle était blindée. Et il y avait des profs à moi d'ailleurs, hein, Didier Laroche dans la salle, disant, mais qu'est-ce qui se passe? Ça bombardait de questions. Et on s'est dit, donc notre envie a été nourrie par votre envie. Et si elle s'est faite dans cette école, c'est une école d'architecture. C'est que ce lieu est une institution qui permet ça. Il faut qu'une école d'architecture reste ce lieu qui permet ça. Mais la chose se permet toujours en réaction. Si l'école te dit fais ce que tu veux, rien ne se passera. Nos parcours se feront en réaction. Notre parcours d'être humain se fait en réaction à des choses. Moi aussi, on m'a dit la même chose. On m'a dit mais pourquoi tu fais pas ingénieur? Pourquoi tu fais management spécial? Pourquoi? Et puis j'ai fait, quand je suis sorti de cette école, j'y croyais encore, j'ai fait, et puis ça n'a pas marché, puis j'ai arrêté d'être architecte en France, et puis j'ai dit, essayons autre chose. La vie est trop courte. Ouais, la question économique, elle se pose quand même. On ne peut pas faire comme si elle n'existait pas, parce qu'en fait, elle a aussi un impact sur les projets. Donc là, on a on sait que oui, on me fait des... Non, il y en a deux. Ouais. Il y a plein de questions. Donc je veux dire, la question économique, elle est quand même importante, et puis elle impacte aussi sur les projets qu'on est en mesure de faire ou pas. Est-ce que tu pourrais préciser la question sur l'économie?
Laquelle ? Parce qu'en fait, on est en train de dire oui, mais voilà, architecte, ok, il y a peut-être pas beaucoup de boulot, mais il faut le faire parce que voilà, c'est intéressant. Et après, on trouve toujours des solutions pour finalement exercer ce métier-là. Mais il y a quand même la question de comment exercer son activité d'architecte, dans quel cadre, dans quel domaine, avec quel argent. Enfin, je veux dire, elle est quand même là, cette question économique. Et elle va impacter sur les projets dans le futur aussi. Les projets ou l'économie de l'architecte en tant qu'il faut un salaire pour vivre? Peut-être les deux. Ça devrait choisir la question. Je pense les deux. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Oui. Ça marche. J'avais juste une question sur tout à l'heure, sur ce que vous avez dit, sur comment on pourrait amener les populations qui sont dans des lieux où il y a de la ségrégation, dans les cités, comment on pourrait les amener dans les écoles d'architecture. Et je voulais juste savoir quelle réponse nous, ou vous, les écoles, pouvez apporter justement pour... quelle réponse pouvait être apportée pour que justement qu'on amène ces personnes dans les écoles d'architecture et qui pouvaient potentiellement justement créer ces collectifs dont on parlait tout à l'heure, créer de futures réponses justement et de futurs... pas de type d'architecture, mais de futures réponses aux futurs problèmes qui vont arriver dans le monde, quoi. Là, vous posez une question énorme. Bon, pour commencer une réponse, sachez qu'il y a une très grande majorité d'élèves des quartiers défavorisés qui sortent de l'école après le collège. Et ensuite, une petite part qui vont dans des métiers qui puissent effectivement donner un métier assez rapidement. Donc, il y a la question de la filière longue qui n'est pas accessible à ce type de public, sauf dans des cas rarissimes. La preuve, c'est que les cordées de la réussite à laquelle appartient l'école d'architecture de Strasbourg ne marchent pas. C'est-à-dire, on va chercher des élèves dans les quartiers, notamment de Haute-Pierre, au collège à Haute-Pierre, et on leur fait visiter l'école, on les sélectionne, on leur permet de rentrer à l'école d'architecture à travers un dispositif disons, qui les amène quand même à s'inscrire. Mais ensuite, la très large majorité ne termine pas le Ils se retrouvent souvent face à des problèmes de redoublement. Ou de redoublement, problèmes économiques, des problèmes aussi moi, par exemple, je connaissais très très bien quelqu'un qui venait de Haute-Pierre. Lui, au bout de 2 ans, il supporte plus le milieu. Il supporte plus le milieu parce que c'était un milieu qui était très, très différent du sien et ils se sentaient pas à l'aise, ils se sentaient regardés. Enfin, c'est très compliqué. Il y a vraiment là un gros souci de ségrégation sociale en France qui est vraiment difficile à résoudre. Alors, par contre, moi, je pense qu'il y a des solutions d'autres manières, justement d'engagement d'une autre façon, d'engagement dans le faire, l'engagement dans la valorisation des pratiques locales, dans la valorisation, dans l'empowerment, pour le dire, voilà, avec un mot connu, de ce qui se fait déjà à travers des rencontres qui peuvent être notamment chapeautées par des associations. Et là, on permet de voir aussi qu'effectivement, c'est des personnes qui ont un savoir-faire dans certains contextes qui est extrêmement fort. Donc la question de la stigmatisation, pour moi, si on arrivait à moins stigmatiser ces populations, ce serait déjà un premier pas vers le fait que, voilà. Mais pour le moment, mais en tout cas, il y a plein d'associations qui agissent réellement dans ces contextes. Hein. Il y en a plein. Donc, Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Oui. Et aussi. Oui. Ouais. C'était pas vraiment une question. C'est pas une question, c'est une réflexion. L'étudiant d'abord. C'était pour revenir sur la réflexion de tout à l'heure par rapport à la nouvelle vision des études et du mode de fonctionnement. Et j'avais l'impression que nous, on était une nouvelle génération, ou une génération qui avons été élevés avec l'exposition des nombreux problèmes du monde ces derniers temps, tout ce qui était environnementaux, nouveaux problèmes par rapport à la question des migrants ou
ou des problèmes naturels, et que l'avantage du workshop, c'est ce qui permettait à la collectivité justement de sortir d'un système un peu individualiste duquel on avait l'habitude, et d'arriver dans des systèmes plus participatifs qu'on attendait beaucoup et qui font du bien, qui commencent à arriver et qui sont inspirés par les collectifs qui existaient déjà justement, et de permettre de réunir des gens qui ont des réflexions ou des attentes un peu différentes et de les asseoir tous autour d'une table, et ça permet d'arriver à créer des nouvelles dynamiques qui sont super intéressantes et qui sont pas encore assez ancrées dans les études ou dans le mode de fonctionnement qu'on nous apprend pour l'instant à l'école. Et c'était l'archi qui permettait, entre guillemets, ce noyau de départ sur des réflexions qui nous tiennent à cœur tous, et par le biais du collectif et des nouvelles formes de vision plus participatives et horizontales plutôt que verticales, ça permettait d'apporter de nouvelles réponses, ou du moins de venir chercher à agir directement des choses. C'est ce qui nous manquait beaucoup avec un système individualiste. Il y avait des volontés, des craintes et des peurs, mais qu'avec un système du coup nouveau comme le workshop, ou même qu'on nous apprenne qu'il y a des systèmes d'architecture qui s'intéressent à ces questions, ou des collectifs qui traitent de ce genre de choses, ça ouvre des portes et des voies qui nous font voir qu'il y a des nouvelles possibilités, entre guillemets. Non, juste aussi rebondir sur qu'est-ce qu'on apprend dans une école d'architecture. C'est ce qu'il faut pas faire, c'est rentrer dans une école d'architecture pour se dire qu'on va devenir architecte, mais je pense qu'il faut rentrer dedans et voir ça, genre 5 ans, on va apprendre plein d'outils. Genre on va assimiler plein de trucs, on va par exemple apprendre à dessiner, ça fait partie d'un outil, on va faire des workshops qui vont nous permettre de faire ça, et à la sortie on aura peut-être pu faire ça, et au final c'est pas grave parce qu'on aura encore eu plein d'outils avec, et donc au final on pourra peut-être faire ce qu'on veut, et c'est une sorte d'assimilation de bagages comme ça, et à la fin on sort, et je pense qu'on a énormément de choix, et je pense que c'est pour ça que c'est pas une école d'architecte mais d'architecture où c'est juste on rentre pour voir quelque chose comme ça, de loin ou de près, et rencontrer des gens qui ont le même truc que nous, qui aiment voir ça de loin ou de près comme nous, on les connaît, et après en sortant de ça, on fait ce qu'on veut, quoi. C'est pas on rentre dedans pour faire vraiment ça à la fin. Je pense pas. Je pense que pour changer l'imaginaire collectif, enfin l'image qu'a l'architecte dans l'imaginaire collectif, qui est souvent fortement négative, comme Tom disait tout à l'heure, comment se rapprocher des jeunes dans des situations, dans les cités, etc. Comment sortir aussi le métier d'architecte de cette image un peu trop aristocratique, j'ai envie de dire, ou trop au-dessus de la masse. Je pense que le chaos aujourd'hui, politique, conflictuel, la pauvreté, des problèmes de climat, etc., forge aussi une maturité précoce chez vous. La prise de conscience, vous êtes d'une génération, on n'est pas dans l'enchantement, dans l'euphorie, dans la joie, on n'est plus dans le monde de bisounours, et puis la prise de conscience immédiate des choses, c'est-à-dire il y a un conflit, on le sait tout de suite, on a l'image, on est confronté à ça, on peut même y être confronté 24 heures sur 24. L'information aujourd'hui, elle a aussi quelque chose de cyclique et répétitif. Et j'ai un peu perdu le fil, mais pour rebondir par rapport à la question du pourquoi, par exemple, moi et Bruno, on a envie de s'investir là-dedans aussi, c'est que dans la pratique du métier, par exemple dans les marchés publics, on est proche et en même temps très loin de l'usager. Et on peut être proche et très lointain aussi des entreprises avec lesquelles on travaille. Et je pense qu'un architecte qui sait, j'ai envie de dire, avec une humilité brillante, se mettre à la place de l'autre, il est capable de faire une architecture beaucoup plus pertinente que quand il s'est construit avec son ego. Et je pense que la maturité, c'est savoir oublier l'ego. Voilà. Moi, j'ai juste quelques petites observations à faire. J'ai quand même pensé plus d'une fois cet après-midi à Shigeru Ban, qui était peut-être une star, mais avant d'être une star, a été un sublime architecte de l'urgence, et que j'ai l'honneur et le plaisir d'avoir invité à Strasbourg. Bref, mais alors, ce que je voudrais dire, c'est ce qu'il faut essayer d'apprendre avec ce genre d'expérience. Ce qu'il faut essayer, c'est toujours d'étudier l'architecture. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir en architecture de toutes les expériences d'architecture
précaire, éphémère, de l'urgence, etc., etc. Eh bien, moi, je trouve qu'il y a une grande leçon d'architecture qui s'appelle, de façon un peu provocative, c'est « Il n'y a pas de matériaux de construction ». Tout le système va consister à vous enseigner comment il faut construire, avec quoi il faut construire, et quels sont les matériaux. Le CSTB, qui coûte beaucoup plus cher que l'enseignement de l'architecture, est le grand maître de la normalisation des matériaux de construction. Et quand je réfléchis un tout petit peu, cratère, c'est de l'architecture avec la terre, quand je réfléchis un petit peu, il n'y a pas de matériaux de construction, sous-entendu, tous les matériaux sont potentiellement des matériaux de construction, et je dois dire que dans les hypothèses de participation, dans l'architecture dite spontanée, ou l'architecture sans architecte, ou l'architecture, peu importe laquelle, il y a toujours un usage inattendu de matériaux à qui l'action plus ou moins collective, il faut faire un peu attention à ça, mais l'action a donné le statut de matériau de construction. Donc je dois dire que là, cette simple formule doit normalement permettre de sortir d'un certain nombre de normes et de pouvoir instaurer d'autres pratiques. Et entre autres, des pratiques innovantes. Alors, dans les matériaux qui ne sont pas des matériaux de construction, vous avez aussi bien des matériaux d'une vulgarité et d'une ancienneté totale, comme le caillou, la terre, le bois, il y en a plein, des comme ça, mais qui sont rarement des matériaux de construction. Mais la moitié de l'Alsace était construite en bout de bois, parce qu'il n'y avait pas de pierre, parce qu'on n'était pas à la montagne, enfin bref. Comment vous dire, mais il y a aussi des matériaux exceptionnels résultant de la technologie. Par exemple, l'art dentaire met au point des matériaux qui ne sont pas très accessibles encore, mais qui, le moment venu, dans un système constructif, pourront peut-être être stimulants ou intéressants. C'est-à-dire que, surtout, retenez, il n'y a pas de matériaux de construction. Alors, je pense qu'il y a encore plein de questions, mais je pense surtout qu'il y a un groupe qui attend pour rentrer dans la salle, parce qu'il est 16h. Donc, je crois qu'on va devoir s'arrêter là. Peut-être qu'on peut poursuivre la conversation, je sais pas, dehors, en voyant le démontage des abris. Et merci à tous, en tout cas, et peut-être à une prochaine session. Merci surtout aux étudiants qui ont participé. Et merci. Bravo à vous. Merci Sylvia. Merci Sylvia pour la modération. Merci aussi à ceux qui sont pas dans la salle, Frédéric Jeanroy qui a supporté tout ce dynamique, c'est elle qui nous a aidé à faire ça. Merci à Croix-Rouge française quand même, qui nous a fourni des matériaux. Merci à Fibois qui nous a donné du bois. Voilà, merci à tout le monde, tous ces gens qui sont ici, et puis merci à ceux de l'année dernière qui nous ont motivés à faire celui cette année, et merci à ceux de l'année prochaine. Merci, au revoir.